Bonjour, chers étudiants, bienvenue à votre premier cours de PSF 213, méthode statistique appliquée aux sciences du comportement. Je suis Mathieu, votre professeur. Vous voyez mon adresse courriel ici en bas si vous avez besoin de me contacter. Donc, ceci est la première capsule YouTube pour le cours. Je dois tout de suite vous dire que je fais ça chez nous pendant que mes enfants sont alentour et qu'il y a des choses qui se passent. Donc, si jamais vous entendez des trucs, des cris, une machine à laveuse qui part soudainement ou qui arrête soudainement, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du décor, si on veut. Donc, on commence maintenant avec la première capsule. Donc, c'est un cours de statistique. On va parler de statistique, évidemment. Et ça nous amène à réfléchir en tout premier à ce que signifie ce mot, ce concept statistique. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il est utilisé à différentes sauces tout au long du cours. Au moins de 3 manières différentes. Dans la vie quotidienne, lorsqu'on vous parle de statistique, on utilise souvent ce mot-là pour parler de genre de record quantitatif. Souvent dans le cadre des sports, par exemple. Comme la moyenne au bâton d'un joueur de baseball, par exemple, ou au niveau sociodémographique ou santé publique, pour parler de l'espérance de vie d'un ou d'une citoyenne, canadienne, moyen, par exemple. Tu sais, quand on parle que l'espérance de vie est de tant d'années, c'est une statistique. Alors ça, c'est une utilisation du mot statistique. On va souvent dire ça quand on va dire, on va parler... Je vais te montrer des statistiques. Puis là, on dit des choses comme ça. La moyenne au bâton, l'espérance de vie, le salaire moyen sont des statistiques. Ce qui est différent, mais relié du mot statistique en sciences plus large. Le mot statistique plus large réfère plus largement à une série d'outils, de stratégies et de techniques que les chercheurs utilisent pour deux choses. Pour donner un sens aux données qu'ils ont obtenues, puis pour prédire certaines choses avec un certain niveau de certitude. Donc, nous, quand je parle de la statistique qu'on va apprendre, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup une série d'outils. On ne va pas apprendre des records, des moyennes au bâton, des choses comme ça, mais on va apprendre la série d'outils, de stratégies et de techniques qu'on peut utiliser pour obtenir des données, donner un sens aux données qu'on a obtenues et prédire certaines choses avec un certain niveau de certitude. On va aussi apprendre qu'on peut diviser cette série d'outils statistiques-là en deux catégories, les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Et on va faire ça dans le cours, tout au long de la session. Les statistiques descriptives sont sont utilisés pour organiser puis résumer les différentes propriétés d'une série de données qu'on a. OK? Ces séries de données-là sont souvent des échantillons tirés d'une population d'intérêt plus large. Okay? Donc, par exemple, si je vous dis que j'ai pris un échantillon de 100 canadiennes, et que j'ai calculé ou je leur ai posé des questions, puis j'ai déterminé que la quantité moyenne de sucre consommée annuellement par mon échantillon de 100 Canadiens, c'est 60 kg par année. Okay? Ben ça, c'est une statistique descriptive, parce que ça décrit quelque chose à propos d'un échantillon, dans le fond. C'est pas obligé d'être à propos d'un échantillon. Si j'avais accès à toute la population, puis j'avais trouvé ça, ben ça serait quand même une statistique descriptive. Parce que ça décrirait les choses. Les statistiques inférentielles, elles n'ont pas comme but de décrire les choses telles qu'elles sont, mais c'est plutôt une série de techniques qui utilisent les lois de la probabilité dont on va parler pour aider les chercheurs à estimer les propriétés d'une population à partir d'un échantillon et avec un certain degré de confiance. Comme par exemple, on va voir dans le cours à un moment qu'on pourrait utiliser les statistiques inférentielles pour, à partir de mon échantillon de 100 Canadiens, okay, on pourrait estimer avec 95% de certitude que la moyenne de sucre consommée annuellement chez tous les Canadiens, pas juste ces 100-là, mais tous les Canadiens, se situe entre 57,5 kg et 62,34 kg par année. Okay, quand on utilise des statistiques comme ça, ce sont des statistiques inférentielles.
pour l'instant, ce qu'on va faire dans le cadre de cette présentation-ci, c'est que lorsqu'on apprend des choses à propos des statistiques descriptives et inférentielles, on utilise beaucoup de termes, de mots, qui ne sont pas souvent utilisés dans la vie quotidienne. Alors, on doit définir ces termes-là. Plein de termes importants. Il y en a plusieurs qui vont venir tout au long du cours. Okay? Et vous devez absolument être familier avec ceux-ci. En voici certains qui sont importants pour le moment. Alors, on va parler d'unités statistiques, de variables, d'échelles de mesure, de données, de distribution de données, d'échantillons, de population, de statistiques et de paramètres. OK? Donc, ce cours-ci, pour l'instant, on va définir toutes ces choses-là. Et c'est vraiment important que vous soyez capable, après, que vous soyez capable de définir ces termes-là dans le futur. Là. Parce que moi, je vais utiliser ces termes-là tout au long du cours en présupposant que vous savez ce que ces mots-là veulent dire. Et si vous ne savez pas ce que ces mots-là veulent dire, vous allez tellement mélanger, ça va être anxiogène pour vous, désagréable, c'est pas le fun. Okay? Il faut vraiment s'assurer qu'on comprend le langage de base. Alors, on va partir avec le premier. En fait, avant de partir avec le premier, ce que je vais faire, c'est que pour illustrer chacun de ces mots-là, je vais utiliser un exemple de recherche. Okay? Un exemple de recherche qui est le suivant. Donc, je vais vous présenter un exemple d'une recherche, puis ensuite, on va utiliser chacun de ces termes-là, on va les définir, puis on va montrer à quoi ils font référence dans cet exemple de recherche-là. Alors, imaginons, c'est une recherche développementale chez l'enfant, le développement de la lecture. Des chercheurs veulent tester l'efficacité d'une série de jeux éducatifs en ligne sur les habiletés de lecture des enfants de 7 ans. Pour ce faire, ils recrutent 30 enfants de 7 ans qui sont similairement faibles en lecture. Et on s'est assuré que les 30 enfants sont tous faibles en lecture. Et ils les divisent aléatoirement en 2 groupes. Le groupe expérimental qui regroupe 15 enfants. Ce groupe-là va se pratiquer avec les jeux éducatifs en ligne pendant 6 semaines à raison de 30 minutes par jour. Et les jeux éducatifs pour promouvoir la lecture. Et le groupe contrôle a aussi 15 enfants qui vont s'adonner à des jeux en ligne, mais qui ne sont pas des jeux qui ont du contenu éducatif qui a rapport à la lecture du tout. OK? Donc, ce qu'on voit ici, juste pour vous rappeler les choses, c'est que c'est une étude expérimentale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est une étude expérimentale avec groupe contrôle et intergroupe, intersujet, intergroupe, parce que les gens dans le groupe expérimental ne sont pas les mêmes que les gens dans le groupe contrôle. Okay? Et c'est post-test. Okay? On pourrait dire pré-test, post-test, parce qu'on s'est assuré qu'ils sont tous similairement faibles au début en lecture, donc ça pourrait, d'une certaine manière, compter comme un pré-test. Mais en tout cas, on sait que c'est intersujet, puis il y a définitivement un post-test. Okay? Après les 6 semaines, les chercheurs évaluent les habiletés de lecture des enfants à l'aide d'un test standardisé, bien connu, qui va de 0 à 100, où 0 veut dire l'incapacité complète de lire, et 100 veut dire un niveau de lecture, disons, qui est optimal pour un enfant de ce groupe d'âge-là, disons. OK? Donc ça, c'est notre exemple de recherche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers chacun des termes que j'ai mentionnés plus tôt et le définir et vous montrer à quoi ça fait référence dans cet exemple de recherche-là. Alors, le premier terme, c'était unité statistique. Unité statistique. Alors, dans cette étude-là, chaque enfant représente une unité statistique. L'unité statistique, c'est l'unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies. L'unité d'observation ou de mesure pour laquelle des données sont recueillies. Donc ici, on recueille des données chez des enfants. Pas plus bas que des enfants. Pas des parties d'enfants, pas quelque chose à propos des enfants. Les enfants. Il n'y a pas plus bas en termes d'unité d'observation ou de mesure. Donc, les enfants ici sont des unités statistiques. Il y a donc 30 unités statistiques dans l'étude. Très souvent, unité statistique va être un synonyme de participant ou de sujet, par exemple, qui est un terme plus ancien qu'on utilise. On utilise plutôt participant aujourd'hui, mais ce sont des synonymes.
Okay? Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, si vous faisiez une étude afin de comprendre est-ce qu'il y a une association entre les conditions économiques d'une société, comme est-ce que ça va bien économiquement, est-ce que ça va mal économiquement, est-ce qu'on est en récession, est-ce qu'on est, etc., et les propriétés de la musique populaire que produit cette société à la même époque, au niveau du rythme, de la complexité, de la longueur, de la tonalité, etc. Comme par exemple une hypothèse, tester une hypothèse, est-ce que quand on est en dépression économique, est-ce que les chansons populaires ont tendance à être plus en tonalité mineure et ont tendance à être plus lentes et plus longues, par exemple. T'sais? Alors, dans ce cas-ci, okay, ce que vous feriez, c'est que vous auriez vous iriez dans différentes sociétés qui ont différentes conditions économiques et vous prendriez des échantillons de chansons populaires qui jouent à la radio. Donc ici, vos unités statistiques, ça ne serait pas des gens, ça ne serait pas des participants, ça serait littéralement des morceaux de chansons à la radio. Mais ça serait quand même des unités statistiques. OK? Le deuxième terme ici, c'est le terme variable. Maintenant, vous êtes probablement, si vous avez pris 211 avec moi, vous êtes déjà familier avec le concept de variable. Dans notre étude, les chercheurs mesurent les habiletés de lecture chez chaque unité statistique. C'est ça qu'ils font. Ils font ceci parce que l'habileté de lecture peut varier ou prendre différentes valeurs. Et quelque chose qui peut varier ou prendre différentes valeurs, c'est une variable. Okay? Donc, l'habileté de lecture est une variable. Si vous vous souvenez ici, à cause que c'est une expérimentation, l'habileté de lecture est une variable, la variable dépendante. Une variable est quelque chose qui peut prendre au moins deux valeurs possibles. Dans notre exemple, l'habileté de lecture peut prendre 100 valeurs différentes. Parce qu'on la mesure, l'habileté de lecture, selon un score qui va de 0 à 100. Ça veut dire qu'on a arrangé les choses pour que ça puisse prendre 100 valeurs possibles. En fait, 101 valeurs, pardon. J'aurais dû dire 101 valeurs parce que de 0 à 100, c'est 101 valeurs. Okay. Notons que le groupe dans lequel les enfants ont été assignés est aussi une variable, la variable indépendante, qui a deux niveaux, groupe expérimental et groupe contrôle. Okay. Ça, c'est une révision de 211, mais on doit la faire quand même parce que je veux juste m'assurer qu'on se souvient de tout ça. Les variables peuvent être largement divisées en deux groupes. Variable qualitative, qui est une variable typiquement, variable qualitative ou variable quantitative. Okay? Et on va commencer avec la première. La variable qualitative se dit d'une variable qui ne varie pas en termes de quantité, mais plutôt en termes de catégorie. Autrement dit, les différents niveaux possibles de la variable ne sont pas des quantités, c'est des catégories. Okay? Dans notre exemple, la variable groupe, qui a deux niveaux, expérimental et contrôle, est qualitative. En effet, ces deux niveaux ne sont pas des quantités, mais des catégories différentes de choses qu'on fait faire aux enfants. Le groupe expérimental, il fait des activités d'une certaine forme de catégorie, des activités de lecture en ligne, des jeux de lecture en ligne. Le groupe contrôle fait d'autres genres d'activités en ligne, mais ce n'est pas des activités de lecture. Donc, la différence entre les deux niveaux, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Okay? Un exemple classique d'une variable qualitative est par exemple la nationalité. Si on vous demande quelle est votre nationalité, canadienne, française, suisse, espagnole, italienne, allemande, marocaine, etc., ce ne sont pas des quantités, ce sont des catégories. C'est une variable qualitative. Une variable quantitative se dit d'une variable dont les différentes valeurs sont mesurables en termes de quantité. Et par exemple, dans notre étude, l'habileté de lecture est une variable quantitative, puisque certains enfants ont plus d'habileté de lecture que d'autres. Maintenant, remarquez que souvent en psychologie, les valeurs quantitatives sont pas toujours des choses physiquement concrètes, là, comme le poids, la taille, le nombre de frères, le nombre de sœurs. Ça peut être des choses un peu vagues, comme l'estime de soi, les habiletés à lire, et ainsi de suite. Mais c'est quand même des choses qui, en principe, sont quantitatives dans le sens où tu peux avoir plus d'estime de soi ou moins d'estime de soi, par exemple. Ou tu peux être meilleur en lecture ou moins bon en lecture. Donc, il y a une question de quantité. T'sais? Même si ce n'est pas une quantité physique de choses. Notons qu'une variable quantitative peut être de deux types. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné dans le cours de PSF 211, le cours de méthode de recherche. Une variable quantitative peut être de deux types. Discrète ou continue.
Si elle est quantitative discrète, ça veut dire qu'elle peut prendre uniquement certaines valeurs d'un intervalle, qui sont typiquement des nombres entiers. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de fraction. Si je vous dis combien d'enfants avez-vous, je demande ça à quelqu'un. Okay, la réponse peut soit être 0, 1, 2, 3, 4 ou plus. Ça ne peut pas être 1,63. Ça ne fait aucun sens que quelqu'un ait 1,63 enfants. Ça n'existe pas. Maintenant, oui, si on crée des moyennes, on peut découvrir que, bon, en moyenne, les Canadiens ont 1,63 enfants, par exemple, là, mais c'est quelque chose de différent. Combien d'enfants avez-vous? Le nombre d'enfants que vous avez, c'est une variable quantitative discrète. OK? Contrairement à une variable quantitative continue, qui, elle, peut prendre toutes les valeurs théoriquement possibles dans un intervalle. Il y a une infinité de points possibles entre deux points donnés. Okay? Quel est votre poids en livres? Une variable quantitative continue. Parce que vous pourriez être, je sais pas moi, 160 livres, 160.1, ou 160.01, ou 160.001, ou 161.487. Tu sais, donc, c'est pas comme vous êtes 160, 161, 162. Il y a toute une gamme de possibilités entre chacun des niveaux. Il y a une infinité de points, bref. Ce qu'il n'y a pas dans une variable quantitative discrète. OK? Alors, on a des variables dans notre étude et nos variables, on les mesure avec une certaine échelle de mesure. Pour les variables qualitatives, vous vous souvenez probablement qu'il n'y a qu'une seule échelle de mesure possible, l'échelle nominale. L'échelle nominale comporte un certain nombre de modalités qui représentent l'ensemble des réponses possibles. Cette échelle-là, elle fait juste une chose, elle identifie votre réponse et c'est tout. Comme par exemple, si je vous dis quelle est la raison principale pour laquelle vous avez consulté un ou une psychologue et je vous donne un choix par exemple, dépression, anxiété, trouble de sommeil, autre, vous choisissez, disons C, vous avez un trouble de sommeil, C. Okay? Ce que ça fait ici, c'est que ça identifie votre réponse, mais that's it. Ça identifie votre réponse, mais trouble de sommeil n'est pas plus haut en termes d'importance que dépression ou anxiété. Okay? La différence entre la dépression et l'anxiété n'est pas du tout la même chose que la différence entre l'anxiété et le trouble de sommeil. Il n'y a pas cette logique-là. Ça fait juste identifier que vous avez du trouble de sommeil. That's it, that's all. C'est ce qu'une échelle nominale fait. Elle permet d'identifier uniquement. OK? Pour une variable quantitative, il y a plus d'échelles de mesure possibles. Chacune des échelles de mesure attribue une valeur mathématique aux différentes valeurs possibles. L'ordinal, l'intervalle et le rapport. Vous vous souvenez de ça dans le cours de méthode de recherche. Commençons avec l'échelle ordinale. Cette échelle-là, elle possède deux propriétés. Elle vous permet d'identifier, mais aussi elle a un certain ordre, ce qu'on appelle de l'ordonnancement. Elle met en ordre les choses, ce qu'on n'avait pas dans l'échelle nominale de tantôt. Il n'y a pas d'ordre en dépression, anxiété, trouble de sommeil. Il n'y a pas un ordre logique. Ici, les choix ont un ordre logique du plus petit à plus grand ou de moins à plus, par exemple. Les différentes valeurs indiquent un rang. Okay? Mais les différences entre deux rangs ne sont pas des intervalles constants. Je vais vous montrer ce que ça veut dire si vous avez oublié ce que ça veut dire. Un exemple ici d'une question. En quelle mesure êtes-vous satisfaite des services offerts par la compagnie Psychomed? Donc, si on veut mesurer votre satisfaction, techniquement, la satisfaction, ça pourrait être quelque chose de quantitatif, parce que vous pouvez en avoir plus ou moins. Et ici, on la mesure avec une échelle ordinale qui va de 1 à 5, avec 1 qui représente nullement satisfait, puis 5 qui représente complètement satisfait, puis 3 qui représente moyennement satisfait. Et on vous demande de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5. Alors, si vous choisissez, disons que vous choisissez 3, par exemple, moyennement satisfait, OK? Ben, 1, ça a identifié les choses. Ça a identifié votre réponse. Et en plus, il y a un certain ordre parce que vous savez que vous
vous êtes plus que nullement satisfait, mais vous êtes moins que complètement satisfait. Mais vous ne savez pas si la différence entre nullement satisfait et moyennement satisfait, est-ce qu'elle est la même qu'entre moyennement satisfaite et complètement satisfaite? Vous ne savez pas. Ça ne le dit pas, cette échelle ordinale-là. OK? Donc, c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les intervalles ne sont pas égaux. La différence entre 1 et 2 n'est pas nécessairement la même qu'entre 2 et 3, n'est pas nécessairement la même qu'entre 3 et 4, n'est pas nécessairement la même qu'entre 4 et 5, même si 1 est plus petit que 2, qui est plus petit que 3, qui est plus petit que 4, qui est plus petit que 5. Dans notre exemple, les chercheurs auraient pu mesurer les habiletés de lecture des enfants de cette manière-là. Ils ne l'ont pas fait, okay? Mais ils auraient pu. Ils auraient pu, par exemple, demander aux enfants, après les 6 semaines, là, de lire un texte à voix haute devant des adultes. Puis ils auraient pu demander aux adultes de simplement classifier les enfants en 4 catégories. 1, incapable de lire. 2, lit un peu mais avec beaucoup de difficulté. 3, lit avec quelques difficultés. Et 4, lit sans difficulté, sans aucune difficulté. S'ils avaient fait ça, ils auraient mesuré les habiletés de lecture de moyenne ordinale. Avec l'idée que la différence entre incapable de lire et lit un peu mais avec beaucoup de difficulté, c'est pas nécessairement la même qu'entre lit un peu mais avec beaucoup de difficulté et lit avec quelques difficultés, par exemple. OK? Donc ça, c'est une échelle ordinale. L'échelle d'intervalle, elle, possède 3 propriétés. Comme l'échelle ordinale, elle identifie et elle a un certain ordonnancement, mais en plus, elle a une égalité des intervalles. Donc ici, on peut s'assurer que les différences entre les différents niveaux sont égales, comparativement à tantôt. La seule affaire qu'elle a, c'est que c'est une échelle dont le 0 est fixé arbitrairement. Ça veut dire que le 0 ne correspond pas à l'absence de la variable d'intérêt. Exemple. Dans un test d'intelligence, pas un test s'intelligence, mais un test d'intelligence, okay? Le QI, c'est une échelle d'intervalle. C'est une échelle d'intervalle parce que, imaginons que vous avez obtenu un score de QI de 100. Bien, vous savez que, premièrement, ça identifie votre score. Votre score est de 100, ça identifie votre intelligence à 100, ce qui est la moyenne en passant. Et comme il y a un certain ordonnancement, vous savez que votre score de 100 est plus haut que celui qui a eu un score de 99, et que vous êtes juste en dessous quelqu'un qui a eu un score de 101. Ça, c'est logique. Mais en plus, comme il y a l'égalité des intervalles, vous savez que la différence entre 99 et votre score de 100 est la même qu'entre votre score de 100 et quelqu'un qui a eu 101. OK? À cause que cette égalité des intervalles. Mais, à cause que le 0 ne correspond pas à une absence de la variable d'intérêt, vous ne pouvez pas dire que votre score de 100 représente, vous êtes 2 fois plus intelligent que quelqu'un qui a eu un score de 50. Okay? Un score de 0 sur un score de QI, ça ne veut pas dire une absence d'intelligence. Pour des raisons théoriques, on présuppose que c'est impossible d'avoir une absence complète d'intelligence. Si tu es juste vivant, tu réagis à quelque chose, tu vas avoir une certaine intelligence. Donc techniquement, ça n'existe pas une absence d'intelligence. Okay? Chez des êtres humains. Tu peux avoir beaucoup moins d'intelligence que quelqu'un. Tu peux avoir des déficits importants au niveau de l'intelligence. Mais tu n'as jamais aucune intelligence. C'est théoriquement impossible. Donc, le 0 dans le test, il ne signifie pas quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Donc, comme il n'y a pas de 0 absolu, on ne peut pas dire que votre score de 100 est 2 fois plus intelligent que celui de quelqu'un qui a eu un score de 50, parce que ça ne part pas de 0. Ça ne part pas de 0. Okay? Dans l'étude sur la lecture, ici, il semble impossible de mesurer les habiletés de lecture avec une telle échelle. Pourquoi? Parce que la lecture est une habileté qui peut être absente. Ça peut être absolument... il peut exister quelqu'un qui est absolument incapable de lire. OK? La façon dont ça pourrait fonctionner, si on imaginait... Imaginons que les bébés arrivaient... Les bébés naissaient avec la capacité de déjà reconnaître certains mots, par exemple. De déjà être capable de lire juste quelques mots. Okay? Donc, ils arriveraient déjà avec un score de 10, par exemple, sur notre échelle, nous, qu'on utilise, qui va de 0 à 100 sur les habiletés de lecture. Okay? Mais s'ils arrivaient déjà avec un score de 10, puis il n'y avait personne au monde qui avait un score de 0, même les bébés naissants,
ben, notre échelle deviendrait une échelle d'intervalle parce que 0 ne voudrait pas rien dire. Ça serait impossible ici. Mais c'est un exemple complètement farfelu parce que il est possible de ne pas savoir comment lire. Notre étude, elle utilise une échelle de rapport. Cette échelle-là possède 4 propriétés. Comme l'échelle d'intervalle, mais avec un zéro absolu. Donc, elle permet d'identifier la réponse. Elle offre un certain ordre. En plus, entre les différents niveaux dans l'ordre, il y a une égalité des intervalles. Okay? Mais aussi, elle permet de comparer des rapports parce qu'elle, elle a un zéro absolu. Zéro veut dire l'absence de ce qui est mesuré. Et c'est justement la correspondance entre le zéro absolu et l'absence de la variable d'intérêt qui permet le calcul de ces rapports. C'est à cause que zéro veut dire l'absence de la variable mesurée qu'on pourrait dire qu'un score est égal à 2 fois tel autre score, par exemple. Donc, dans l'étude sur la lecture, les habiletés de lecture sont mesurées avec une échelle de rapport. Le test donne un score allant de 0 à 100 avec des intervalles réguliers. Okay? Donc, si vous avez eu 40, disons, dans ce test-là, ben, premièrement, ça identifie votre score de 40. Vous savez que vous êtes meilleur que quelqu'un qui a eu 39, moins bon que quelqu'un qui a eu 41. Vous savez que la différence entre 39 et 40 est la même qu'entre 40 et 41. Et parce qu'il y a un zéro absolu, vous pouvez dire que quand vous avez un score de 40, vous êtes 2 fois meilleur que quelqu'un qui a eu un score de 20 ou 2 fois moins bon que quelqu'un qui a eu un score de 80, par exemple. À cause que 0 représente l'absence complète de l'habilité à lire. Donc, comme je disais, ce zéro absolu-là nous permet de dire qu'un enfant dont le score de 80 est 2 fois plus compétent en lecture qu'un autre, dont le score est de 40. D'autres termes, données et distribution de données. Une donnée, ça représente une information observée ou mesurée chez une unité statistique à un moment. Autrement dit, c'est la valeur qu'a pris la variable chez une unité statistique à un point dans le temps. Dans l'étude sur la lecture, si Jérémy, qui est dans le groupe expérimental, a obtenu le score de 54 au test de lecture, 54 est une donnée. OK? Une distribution de données ou de scores, des fois on va entendre parler, représente l'ensemble des données obtenues dans une étude. Okay? Comme par exemple, dans le groupe contrôle, je pourrais avoir la distribution de données pour le groupe contrôle qui serait 67, 55, 43, 87, 66, 56, 67, 43, 60, 21, 57, etc. J'aurais 15 données pour les 15 enfants dans le groupe contrôle. Ça représenterait la distribution des données pour le groupe contrôle. Puis j'aurais la distribution des données pour le groupe expérimental, 98, 65, 88, 68, etc. 15 fois. Parce qu'il y a 15 enfants dans le groupe expérimental aussi. Échantillon et population. Le terme population s'applique à l'ensemble des cas ou des membres auxquels nous nous intéressons dans notre recherche. Okay? Notons que ce mot n'est pas nécessairement relié à un endroit géographique ou une identité nationale, comme les Canadiens ou les Canadiennes, par exemple. Okay? Ce n'est pas nécessairement quelque chose de national ou une identité nationale, en statistique, le terme population. Okay? Ça veut juste dire tous les cas ou tous les membres auxquels on s'intéresse. Puis les membres ne sont pas obligés d'être des gens ou des êtres vivants. Dans notre recherche théorique là, sur y a-t-il un lien entre les conditions socio-économiques d'une société et les caractéristiques des musiques populaires qui sont produites par les gens par les artistes dans ces sociétés-là, okay? La population, c'est l'ensemble des tunes populaires qui sont produites dans une société. Ben, c'est pas des gens, ça. Okay? C'est des tunes, c'est des morceaux de musique. Okay? Donc, c'est pas obligé d'être des êtres vivants ou des gens. Dans notre étude, la population d'intérêt, puis en passant, des fois je dis population, des fois je dis population d'intérêt, c'est la même chose. Okay? C'est la population qui nous intéresse. C'est les enfants de 7 ans en général. Okay? Dans notre étude. Le terme échantillon s'applique à un sous-groupe de la population d'intérêt. Okay?
Et spécifiquement, on utilise un échantillon parce qu'il est souvent impossible d'inclure l'ensemble des membres d'une population d'intérêt donné dans notre étude. Donc, dans notre exemple, l'échantillon est constitué de 30 enfants de 7 ans. La moitié sont allés dans le groupe contrôle, la moitié sont allés dans le groupe expérimental. Statistiques et paramètres. Si vous parlez des différentes propriétés qu'a un échantillon, vous parlez des statistiques. Okay? Par exemple, si on note que le groupe expérimental dans notre étude, l'échantillon de 15 enfants de 7 ans, avait un score moyen de 74 en lecture, cette moyenne-là est une statistique. Puis on va voir d'autres types de statistiques possibles, moyenne, mode, médiane, variance, écart-type, etc. Mais ce qui en fait une statistique, c'est que vous êtes en train de parler de quelque chose à propos d'un échantillon, de la moyenne d'un échantillon. Mais maintenant, les différentes propriétés d'une population d'intérêt se nomment des paramètres. Ça veut dire que, imaginons que chez l'ensemble des enfants de 7 ans au monde, le score moyen de lecture, si c'était possible évidemment de trouver ça, le score moyen de lecture était de 74. En pratique, il est impossible de savoir, de l'obtenir, là, parce que ce serait beaucoup trop difficile, mais en principe, il existe. En principe, il existe, ce score moyen-là, de tous les enfants de 7 ans. Bien ici, le 74, ça serait un paramètre. Pourquoi? C'est la même note qu'avant, c'est la même moyenne. Oui, mais dans le premier cas ici, notre 74 était la moyenne d'un échantillon. Ça en fait une statistique. Ici, le 74 est la moyenne de la population. Ça en fait un paramètre. Donc, les choses qui sont à propos des populations sont des paramètres. Les choses qui sont à propos d'un échantillon sont des statistiques. OK? Beaucoup du jeu des statistiques qu'on va apprendre au cours de la session, c'est que la plupart du temps, on ne connaît pas les paramètres d'une population. On les estime à l'aide des statistiques qu'on a obtenues avec notre échantillon. Comme par exemple, si je vous demande quel pourcentage des adultes canadiens souffrent d'anxiété, bien, le pourcentage des adultes canadiens souffrant d'anxiété, okay, c'est un paramètre, ça. Chez toute la population adulte canadienne, il y a un certain pourcentage qui souffre d'anxiété. Il existe ce paramètre présentement, mais on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que pour le savoir, il faudrait demander à tous les Canadiens adultes. Et c'est pratiquement impossible de le faire. Mais il existe ce paramètre-là. Mais si je prends un échantillon de 1000 Canadiens, puis un vraiment bon échantillon, là, super bien contrôlé, puis j'inclus des gens de toutes les régions, et ainsi de suite, de toutes les origines ethniques, les langues, et ainsi de suite, 1000 Canadiens, je trouve que 15% indiquent souffrir d'anxiété. Okay? Mais ce 15%-là, dans mon échantillon, c'est une statistique. Mais je pourrais utiliser ces statistiques-là pour estimer le paramètre et dire que je crois que 15% des Canadiens en général, des adultes canadiens, souffrent d'anxiété. Pourquoi? Parce que c'est la statistique que j'ai trouvée dans mon échantillon, puis je vais présupposer que ma statistique représente bien mon paramètre. On va voir dans le cours des façons de se poser, est-ce que cette estimation-là est exacte? Comment je pourrais le savoir? Comment je pourrais faire pour avoir plus confiance dans mon estimation du paramètre? On va parler de tout ça dans le cadre des statistiques inférentielles. Quelque chose d'extrêmement important. Il va y avoir beaucoup de symboles. Regardez, dans le cours, là, il n'y a pas beaucoup de maths. Vous allez devoir suivre des formules, mais that's it. Okay? C'est vraiment pas énorme en termes de mathématiques, là, vraiment pas. Là. Mais il y a beaucoup de symboles. Vous devez être confortable avec les symboles. Okay? Et comprendre quelque chose de très important tout de suite, c'est que par convention, on représente les statistiques, ça veut dire les propriétés d'un échantillon, on les représente par des lettres latines, les lettres auxquelles on est habitué dans notre alphabet. Par exemple, la moyenne d'un échantillon, c'est X bar, X avec une barre par-dessus. L'écart type d'un échantillon, dont on parlera plus tard, c'est S. L'indice de corrélation entre deux variables recueillies au sein d'un échantillon, c'est R, et ainsi de suite. C'est toutes des lettres dont on est habitué. Mais si on parle de ces choses-là, la moyenne, l'écart type,
la corrélation, mais plus au niveau d'un échantillon maintenant, mais plutôt au niveau de la population, de l'ensemble des membres de population. On parle maintenant de paramètres, et ces paramètres sont représentés par des lettres grecques, des lettres auxquelles on n'est pas habitué dans notre alphabet. Par exemple, la moyenne de la population d'intérêt. La moyenne au sein de la population, c'est ce truc-là ici qu'on appelle mu. L'écart type de la population, c'est ce truc-là qu'on appelle sigma. L'indice de corrélation entre deux variables, si on avait tous les membres de la population, c'est ce truc-là qu'on appelle ρ. Donc, X bar, c'est le symbole pour une moyenne au niveau d'un échantillon. Mu, c'est le symbole pour une moyenne au niveau du paramètre. Okay? S pour l'écart type, sigma pour l'écart type au niveau de la population, R si vous faites une corrélation au niveau d'un échantillon, ρ si vous réfléchissez à une corrélation au niveau d'une population. Okay? Donc, très souvent, en stats, ce qu'on va faire, c'est utiliser X bar, S, R pour dire quelque chose à propos de mu, sigma et ρ parce qu'on utilise des échantillons et leurs statistiques pour dire des choses à propos de la population et ses paramètres. Okay? Donc, tout ça, c'est des termes importants. Il va en avoir d'autres, mais c'est ceux qu'on va utiliser au départ. Donc, je veux vraiment que vous soyez confortable avec. Donc, unité statistique, variable, échelle de mesure, données, distribution de données, échantillon, population, statistique, paramètres. On va partir avec ça. Okay? Je vous laisse avec ça. Je vous vois à la prochaine, aux prochaines vidéos. Ciao!